Merci tout le monde. Génial. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour tout le monde. Bon midi. Merci de passer votre heure de lunch avec nous. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Depuis peu, VP Stratégie associé chez Logian. En fait, j'ai fondé Poudre Noire, ma firme en 2012 et on a en fait fusionné avec Logian en 2022, en fait, cette année. Donc, j'hérite du poste d'associé et de VP stratégie. Je suis aussi chargé de cours au baccalauréat, au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke. J'enseigne un cours d'entrepreneuriat, en fait, au baccalauréat et un cours de modèle d'affaires au MBA pour cadre. Depuis peu aussi, je travaille avec l'École des hôtels de l'Université McGill à titre de professeur de pratique. Ça me permet de donner des conférences avec eux, participer sur quelques études et enseigner quelques cours ici et là au niveau MBA. Formateur agréé et conférencier auprès du gouvernement du Québec, étudiant de troisième cycle aussi, et je suis titulaire d'une maîtrise en commerce électronique que j'ai acquis avant de débuter Poudre Noire en 2012. LinkedIn dit que je suis un expert absolu. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça me donne de la crédibilité supplémentaire, alors je le mets ici. Aujourd'hui, on a 3 sujets principaux, puis on va finir sur des questions-réponses. Ça devrait durer 45 minutes. Donc, le premier point, être gestionnaire depuis 2020, qu'est-ce que ça représente? J'aime beaucoup commencer mes conférences avec ça. Je trouve qu'on a vécu beaucoup de choses. Je ne veux pas revenir sur la pandémie. Vous l'avez vécu au même titre que moi, mais tout ce qui tournait autour de la pandémie, puis qu'est-ce que ça impliquait aussi d'être gestionnaire ou simplement de travailler dans une organisation ou de gérer des projets là, depuis 2020. Dans un deuxième temps, comme le nom l'indiquait dans la conférence, on va parler de transformation numérique. Je vais essayer de prendre un angle un petit peu différent, excusez-moi, de l'angle qu'on est habitué d'avoir où la transformation numérique, c'est soit l'usine intelligente ou c'est les objets connectés, c'est de la donnée. Je ne parlerai pas de ça ce midi. Je vais prendre un angle un petit peu différent, vous allez voir. Et finalement, comment on développe un avantage concurrentiel grâce à la transformation numérique sera notre troisième sujet. Et comme je disais, si vous avez des questions à la fin, comme Laurence vous disait, en fait, c'est de simplement l'indiquer dans les questions, puis ça me fait plaisir d'en discuter avec vous autres. All right. Alors, si vous êtes prêts à démarrer, on démarre. Être gestionnaire depuis 2020, qu'est-ce que ça représente? Et c'est beaucoup de choses. C'est comme si un problème n'en entendait pas un autre, un enjeu n'en entendait pas un autre. Blocus ferroviaire, là, on dirait que ça fait comme 100 ans dans notre tête, mais c'était début 2020 où il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement au niveau agroalimentaire. On a eu la pandémie, bien entendu, qui est une chose en soi, mais ça a amené toutes les mesures d'urgence. Ça a accéléré la transformation numérique bien des entreprises. On a parlé beaucoup de 4.0, d'usines intelligentes. Et après ça, il y a toute la discussion de diversité culturelle, d'inclusion qui est arrivée. Et à la fin de la pandémie, avec tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, on a connu aussi la grande démission, on a connu les pénuries de main-d'œuvre. Vous, au travail, vous aviez des modèles hybrides maintenant. Il y a des gens qui reviennent au bureau, il y a des gens qui ne reviennent pas. Tout ça aussi crée des distorsions des chaînes d'approvisionnement. On avait des containers qui étaient pris un peu partout à travers le monde. On devait gérer ça. Ça a amené à de l'inflation, de la fluctuation des prix de commodités. On a connu le convoi de la liberté. Il y a une guerre en ce moment. Il y a des grèves. Il y a une récession qui s'en vient potentiellement, des burn-out. Bref, c'est énormément de choses depuis 2020, puis c'est pas certains sujets se sont pas dit ouais, on va attendre que la pandémie soit finie, là, nos pauvres gestionnaires sont prêts de prendre tout ça. Donc, tout est comme arrivé en même temps, puis on devait tout gérer ça d'une semaine à l'autre. Ça devenait extrêmement complexe comme situation. Et McKinsey a donné un nom à cette phase-là qu'on a vécue que je trouvais intéressant de quickening. Et ça dit, en fait, si vous vous sentez brusqué, c'est peut-être parce qu'on vient de vivre 10 ans en 2 ans. Alors, c'est comme si toute l'expérience qu'on venait d'acquérir, il y a une charge mentale qui est associée à ça aussi. Et la raison derrière ça, c'est comme gestionnaire, en fait, ce qu'on apprend à l'école et ce on formule aussi, on est très mathématique, on est très cartésien dans notre approche. On est très habitué de résoudre des enjeux compliqués. C'est-à-dire que, surtout quand on fait de la planif en transformation numérique, on va bâtir un plan. C'est un plan sur 3 ans. On a fait une grosse planif autour de ça, stratégique. On a impliqué bien des gens. Il faut aller présenter ça à notre conseil d'administration. Donc, on est habitué d'avoir un mode très linéaire, de récolter des données. On va les analyser, on va formuler des solutions, on va mettre ça dans notre plan. Puis après ça, on part dans une longue phase d'implantation. La réalité que les enjeux que vous avez lus préalablement, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui extrêmement complexe. C'est-à-dire que vous allez voir des enjeux apparaître
sur le coup, vous allez avoir une idée, vous allez essayer d'implanter une solution, ça ne sera pas la bonne, on revient en arrière. Et l'humain n'est pas habitué de travailler dans ce type de contexte-là. Alors, le message que j'essaie de véhiculer, c'est si vous vous sentez brusqué, c'est peut-être un bon moment de revoir la façon dont on gère les outils. Puis j'espère que la conférence aujourd'hui vous donnera un coup de main là-dessus aussi. Et si vous pensez que la complexité elle tire à sa fin, que la pandémie est terminée, bien, il y a toutes sortes d'autres enjeux qui vont se pointer le bout du nez pour vous jusqu'en 2030. Tout l'aspect post-pandémie, le travail hybride, toutes les chaînes d'approvisionnement aussi, on est déjà en train de se questionner beaucoup. Est-ce que c'est logique la façon dont c'est structuré mondialement présentement? Vous vivez pleinement les mesures anti-inflationnistes, la formation de la main-d'œuvre, vieillissement de la population, surtout au Québec, on a cet enjeu-là. La fameuse transformation numérique qui ne va pas disparaître non plus. Révolution industrielle 5.0, alors on a beaucoup qui sont encore en train de se rendre à 4.0, puis là, il y a l'Union européenne qui a commencé à discuter de 5.0 déjà. Inquiétez-vous pas, vous avez le temps de vous rendre à 4.0 avant que 5.0 soit réellement un sujet de discussion, mais n'empêche que c'est déjà des études qui sortent là-dessus, puis il y a déjà des variables qui se rajoutent. Sciences des données, intelligence artificielle, robotisation. Donc, c'est tous des enjeux qui amènent leur lot de complexité qu'on ne pourra pas adresser de la même façon qu'on est habitué de gérer les enjeux dans nos organisations pour les dernières décennies. Et à travers tout ça, puis je vous jure, après ça, je vais avoir des notes un petit peu plus positives. Le Québec est en fait, ce qu'on a mis le déclin tranquille. Alors, c'est une coupure de journal que vous voyez là, du journal Les Affaires. Il y a une étude qui sort par le Centre de prospérité de HEC à chaque année, puis depuis, je pense, les années 80, si je ne me trompe pas. Et d'une année à l'autre, on voit le niveau de vie du Québec et le niveau de productivité qui diminue. En fait, d'une année à l'autre, je ne pense pas qu'il y a peut-être eu une année neutre, mais sinon, c'est des années négatives, une à la suite de l'autre, depuis qu'ils font cette étude-là. Raison pour laquelle on parle d'un espèce de déclin tranquille. Ce n'est pas abrupt, mais d'une année à l'autre, on voit que notre niveau de vie par rapport aux autres pays industrialisés de l'OCDE, il y a un petit déclin là aussi. Donc, vous me voyez probablement venir. La transformation numérique est probablement une de ces façons-là de se ressortir et de s'assurer qu'on suit le tempo du reste de la planète, là. J'aimerais quand même dire qu'au milieu du chaos, il y a des opportunités. Là. J'ai sorti une citation, excusez-moi, peut-être un petit peu, j'allais dire quétaine, mais une citation qui est connue de Heart of War là, de Sun Tzu, mais je trouvais ça important aussi de dire que oui, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de complexité, mais comme je disais à mes étudiants en entrepreneuriat, plus de complexité insinue qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités d'innover, d'optimiser, de se lancer en affaires. Alors, j'espère quand même qu'aujourd'hui, je pourrai vous donner un coup de main là-dessus. Alors, un des enjeux les plus complexes qu'on traverse aujourd'hui, qui n'a pas nécessairement de date de début, qui n'a pas nécessairement de date de fin non plus, c'est la fameuse transformation numérique. Et je vous rassure, je suis persuadé en fait que bien des gens qui sont sur l'appel aujourd'hui, soit comme clients, soit comme agence ou organisation, que vous soyez un OBNL ou une entreprise privée, c'est sûr que vous avez eu un projet dans les 10 dernières années de transformation numérique qui a soit échoué complètement puis on a abandonné, ou soit qui était très en retard, très à l'extérieur des budgets qu'on s'était donnés. Et les études assez récentes, ça c'était de septembre 2021, une étude très intéressante qui disait que 90% des projets en transformation numérique vivent une certaine forme en fait, failure, d'échec. Donc, il y a une façon quand même de se sortir de ça, de dire, oh, OK, je ne suis pas tout seul à le vivre, c'est une bonne nouvelle, mais comment faire partie de ce 10%-là? C'est une des questions qui nous intéresse beaucoup chez Logent et qui m'intéresse beaucoup aussi. Alors, transformation numérique, il y a deux mots dans transformation numérique, transformation et numérique. Ce n'est pas un webinaire participatif, mais habituellement, je lance la question, c'est quoi le mot le plus important? Le mot le plus important en transformation numérique, c'est transformation. En fait, on parle de transformation organisationnelle dans les écoles de gestion depuis les années 50, 60. Il y a beaucoup, beaucoup de textes qui se sont écrits là-dessus. Et tout d'un coup, au tournant des années 2000-2010, on a rajouté le mot numérique à côté de transformation et c'est devenu un espèce de nouveau concept. Puis là, tout d'un coup, il fallait tout numériser absolument. C'est sûr qu'on est en 2022. Tout va finir par se numériser. On est tous d'accord là-dessus, mais on oublie le mot de transformation. Qu'est-ce qu'on voulait réellement transformer? Donc, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut réellement transformer dans son organisation?
La première chose que vous pouvez transformer, qui est assez simple, c'est un produit, une composante. C'est-à-dire, je veux changer un site web, je veux, moi-même comme individu, je veux me former sur la transformation numérique, donc je veux avoir un impact sur l'organisation. Donc, tout ce que vous fait penser un robot sur une chaîne de production, un camion, tout ce que vous fait penser qui est un artefact là, ou un élément unique dans votre organisation, ben, c'est un produit ou une composante, puis ça peut se transformer. Alors que ce soit, comme je disais, électronique, que ce soit mécanique, que ce soit humain, ça peut évoluer. La deuxième chose qu'on peut faire évoluer dans une organisation, c'est un processus. Des processus, il y a des organisations, il y en a des centaines, voire des milliers. Qu'on parle de processus de marketing, on va parler de processus RH, on va parler de processus d'opération, on va parler de processus de transformation numérique, d'innovation. Alors, peu importe où vous regardez dans votre organisation, il y a des processus, puis je suis certain à l'heure où on se parle, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur améliorer ces processus-là. La troisième chose qu'on peut faire, on peut transformer dans notre organisation, c'est son modèle d'affaires. Et un modèle d'affaires, en fait, c'est la façon dont tous ces processus-là travaillent ensemble pour créer, livrer, puis capturer de la valeur avec l'entreprise qu'on a entre les mains. Une PME typique, habituellement, a entre 3 et 8 modèles d'affaires différents. Peu le savent, là, dans le sens que quand on parle d'un modèle d'affaires, habituellement, on va se dire, ben, j'en ai juste un, voici mon modèle d'affaires. Mais souvent, quand nous, on travaille avec des clients, par exemple, on est capable de sortir d'un atelier de travail et de dire, bon, ce client-là a ces 6 modèles d'affaires-là, voici les 6 modèles. Et ça permet, une fois qu'on les place un à côté de l'autre, ça nous permet justement d'avoir une bien meilleure visibilité sur, OK, qu'est-ce qu'on est en train de transformer? Est-ce qu'on est rentré dans certains modèles d'affaires par pur opportuniste, puis là, finalement, on réalise qu'on n'a pas ce qu'il faut tant au niveau des processus, tant qu'au niveau des humains pour le gérer. Donc, est-ce que c'est encore une bonne idée de rester impliqué dans ces modèles-là? Alors, c'est des questions qui peuvent se poser, mais on peut transformer son modèle d'affaires. Et finalement, le dernier, non le moindre, mais qui est le plus conceptuel, on peut transformer une vision organisationnelle aussi. Alors, on peut se questionner, puis il y a beaucoup d'entreprises qui le font en 3 ans ou 5 ans. On peut se poser la question pour l'organisation au complet, on s'en va où? Notre entreprise va être où dans 5-10 ans? Le marché s'en va où? Puis nous, dans quelle direction on veut aller réellement? Alors, l'amalgame de ces processus-là dans un modèle d'affaires permettent à votre organisation d'avoir une vision. Puis si vous êtes déjà dans une bonne position, que votre transformation est bien entamée, ça se peut que votre vision organisationnelle, ce soit de réinventer une industrie, ça se peut que ça soit de créer un océan bleu. Donc, j'espère qu'au sein de votre organisation, vous avez cette vision-là, puis que vous allez au-delà du simple faire de l'argent pour les actionnaires, ce qui est super important, mais d'avoir cette vision-là organisationnelle qui est un petit peu plus large. Si je me permets de faire une analogie pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est un peu comme le corps humain, là. Un produit, une composante, c'est une cellule. Un processus, c'est un organe. Un modèle d'affaires, c'est comment les organes vont travailler ensemble. Puis finalement, votre vision organisationnelle, ben, c'est vous comme humain, avec tous ces organes-là qui fonctionnent extrêmement bien, votre cerveau, votre cœur et compagnie, ben, ça vous permet d'aller dans une direction. Ça vous permet de réfléchir et de dire, ben, moi, avec ma vie, je veux aller dans telle et telle direction. Si un jour vous avez un organe qui ne fonctionne plus, bien, votre vision organisationnelle, votre vision personnelle va probablement changer beaucoup aussi. Donc, c'est un peu la même chose pour une organisation, mais c'est peut-être plus induit, donc on le voit moins. Mais s'il y a un modèle d'affaires qui fait défaut, s'il y a un processus vraiment flagrant qui fait défaut, bien, ça devient très difficile après d'avoir une vision organisationnelle. On va en avoir une parce que c'est sexy, on peut le mettre sur le mur, puis on peut faire des collants avec. Mais est-ce qu'on est capable d'agir dessus? Pas nécessairement. Donc, si c'est ces éléments-là qu'on peut transformer de n'importe quelle façon, qu'on peut innover, optimiser dans notre organisation, c'est aussi là où on peut s'attaquer pour faire de la transformation numérique. Et ce qu'on voit beaucoup avec nos clients et nos partenaires ici, c'est que quand on parle de transformation numérique, pour beaucoup, c'est des transformations de processus. Puis non seulement c'est des transformations de processus, ça va être des transformations de processus, par exemple, dans des usines. On va rajouter un robot sur une chaîne de production, on va connecter des objets Internet, on va faire du IoT, on va récolter des données. On est beaucoup dans les processus. Alors, ça se peut à ce moment-là, quand on n'a pas de visibilité en amont sur pourquoi on fait cette transformation-là, dans quelle optique, dans quel modèle d'affaires, pour quelle vision future, qu'est-ce qu'on veut transformer, puis pourquoi on veut vraiment le transformer, bien, ça donne des situations où on est plus qu'à risque d'échouer. Alors, je reviens à mon chiffre de 90% tantôt. Si vous travaillez avec des consultants externes ou si vous travaillez à l'interne, puis le seul scope que vous avez, c'est un processus, on veut
optimiser ce processus-là. Puis là, ça peut être en marketing, en RH, ça peut être dans l'usine, ça peut être en opération, en approvisionnement. Mais si on se concentre juste sur on veut optimiser ce processus-là, c'est comme si vous ameniez ce processus-là ailleurs, mais le reste de l'organisation ne suivait pas. Et à un moment donné, ça crée des gaps. Puis ça crée des gaps entre justement les différentes unités d'affaires que vous allez avoir à l'interne ou les différentes pratiques. Donc, ça peut créer des gaps où le marketing va être super avancé, mais les opérations ne suivront pas. Les finances vont être avancées, mais les RH ne suivront pas. Alors, ça peut créer ce type d'enjeu-là. Puis là, on a une transformation à plusieurs niveaux. Puis ça devient extrêmement difficile à gérer comme organisation. Puis on augmente nos chances d'échec. Alors, c'est sûr que quand on parle de transformation, ce que je vous recommande pour éviter, en fait, c'est quoi les causes d'échec? Quand on regarde juste des processus, on a tendance à avoir un très grand focus seulement sur la technologie. On a beaucoup de clients qui appellent chez nous en disant je veux implanter un ERP, il faut que ça soit ce ERP-là. Puis là, on pose la question pourquoi, dans quel contexte, c'est quoi le modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Là, on réalise qu'on pose des questions qui deviennent un petit peu plus, qui viennent gratter un petit peu plus profond, de dire ouais, finalement, c'était pourquoi qu'on voulait faire ça. Donc, est-ce que c'était dans une optique de vendre en commerce électronique? OK, parfait, le ERP va nous aider, mais est-ce qu'on a un humain qui est capable de prendre un produit puis le mettre dans une boîte alors que nous, on est habitué de shipper des produits complets avec des palettes à des épiceries ou à des magasins grande surface? Donc, oui, il y a un aspect technologique, mais si l'humain qui est derrière, dans ce processus-là, dans ce modèle d'affaires-là, il ne le comprend pas, il n'est pas en mesure de l'apprécier ou de l'assimiler, ben, ça ne donnera pas grand-chose, puis on risque d'échouer. On va revenir à Excel 3 semaines après la fin de l'implantation. Donc, la technologie, elle est super importante. On fait énormément d'implantations technologiques, mais quand le focus est juste là-dessus, puis qu'on oublie nos modèles d'affaires, on oublie notre vision, c'est là que ça devient un petit peu plus problématique, puis on perd de vue de pourquoi on le fait. Et la preuve, on a eu des projets ici où on finissait, on était super fiers parce qu'on était on time, on budget. Puis là, le client dit hey, finalement, c'était pas ça que j'avais besoin. Puis là, ça crée une espèce de friction qui était inutile parce que le mandat était complété, mais le focus a juste été mis sur l'aspect technologique de la chose et non sur la gestion du changement puis tout ce qui venait avec. Euh, donc, le deuxième point serait un manque de stratégie en lien avec les modèles d'affaires et la vision. Puis ça touche un petit peu le même point, mais je vais pousser juste un petit peu plus loin sur ce point-là. Quand on parle de plan stratégique, si vous arrêtez à vos processus, vous êtes plus au niveau tactique. Essayez de pousser un petit peu plus loin. Puis, comme je disais, il y a des super bons ateliers pour faire ça. Il y a des super bonnes façons de le voir. Mon entreprise va être où dans 5-10 ans, puis le marché va être où dans 5-10 ans. Puis là, vous commencez à vous poser des questions, puis j'y reviens tantôt avec l'avantage concurrentiel. Vous commencez à vous poser des questions super importantes de est-ce que les processus que je suis en train de numériser et de transformer sont encore les processus dont le marché va avoir besoin demain? Donc, ça permet d'intégrer des nouvelles variables puis de ne pas avoir à transformer quelque chose 3 fois parce que hey, on vient de finir une transformation d'une chaîne dans l'usine, mais ce produit-là est désuet parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de sortir quelque chose d'autre. Alors, pour éviter ce type de situation-là, on veut s'assurer de pouvoir prendre un petit peu plus de recul. Il y a un manque d'outils puis un manque d'analogie aussi. Quand je dis manque d'analogie, c'est que vous allez lire des articles, par exemple, dans le Harvard Business Review, ça va vous dire comment faire une transformation numérique, mais vu que c'est un enjeu complexe, vos variables à vous changent tellement par rapport à cette étude de colloque, ça devient difficile de vraiment faire un parallèle un pour un. Puis on voit des situations comme ça où on voit la transformation numérique comme étant une recette toute faite, une analogie qui est bonne pour nous autres aussi. On la prend puis on essaie de l'amener dans notre organisation. Puis, hey, il y a de quoi qui ne marche pas, puis on n'est pas capable de comprendre pourquoi. Donc, c'est sûr que cette notion-là où on n'a pas tous les outils, on n'a pas toutes les analogies, donc il faut être prudent quand on voit une recette toute faite puis on veut l'implanter chez nous parce que ça a fonctionné ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez vous. Les variables sont extrêmement différentes. Euh, il y a un grand aspect aussi où la transformation numérique, elle va être verticale au sein de l'organisation, elle va être horizontale, excusez-moi, au sein de l'organisation. Puis, comment nos organisations sont construites, c'est des silos. Donc, on a un VP Finance, une VP Finance qui va gérer l'équipe de finance, même chose en RH, même chose en marketing. Et cette culture-là, par silo, fait en sorte que c'est très facile de se ramener, nous, à seulement les processus qu'on est capable de contrôler. Donc, si vous êtes le chef du marketing, le chef des opérations, le chef des technologies, ça se peut que vous vous concentriez juste sur votre processus à vous puis vos projets à vous. Alors que la transformation numérique doit être vue de façon beaucoup plus transversale. Alors, il faut trouver des façons comme équipe exécutive d'avoir une meilleure discussion autour de la transformation numérique puis d'être en mesure de briser ces silos-là. Et finalement,
Ça, c'est mon humble opinion, puis je suis proche des centres de formation continue des universités. Il n'y a pas assez de formation qui se donne, puis il n'y a pas assez de gestion des connaissances aussi au sein des organisations. On doit fournir plus rapidement beaucoup plus de gens spécialistes en transformation numérique. Les écoles vont pas assez vite. Il va falloir qu'il y ait des gens comme vous, je l'espère, qui vont retourner sur les bancs d'école ou qui vont prendre des formations pour élever leur niveau de pratique au niveau de la transformation numérique. C'est quelque chose avec lequel on peut vous aider aussi. Mais ça, pour moi, c'est tellement un point crucial parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, il y a un vieillissement de la population. Ça va prendre beaucoup plus de gens qui sont capables d'accélérer la transformation numérique au sein des entreprises. Puis malheureusement, cette connaissance-là, vous avez toute votre expertise, puis transformation numérique, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors, je ne suis pas en train du tout de dénigrer qui que ce soit là-dedans, mais ça vaut la peine de retourner sur les bancs d'école ou du moins de suivre des formations pour peaufiner nos connaissances en transformation numérique. Tout le monde va en gagner. Et finalement, je finis là-dessus aussi. Pour la majorité des gens, c'est une première transformation numérique. Donc, ça se peut que par moment, vous vous sentiez bousculé. Donc, un peu comme de quickening tantôt, ben, c'est normal. Puis là, on est dans un rythme super accéléré parce que la transformation numérique est devenue super urgente. On doit trouver des nouveaux canaux, on doit s'adresser à des nouveaux clients, on doit optimiser nos chaînes de production pour adresser le fait qu'on a des pénuries. Donc, tout ça arrive en même temps, mais donnez-vous une chance à travers ça. Et justement, au fur et à mesure que vous allez continuer à vous former, ça va devenir ça ne deviendra peut-être jamais facile, mais ça va devenir un petit peu plus facile pour vous d'adresser certains points. Donc, c'est sûr que la façon de limiter les risques, pour moi, je suis un grand fanatique de modèles d'affaires, puis c'est un peu mon chemin de croix des dernières années de continuer à parler des modèles d'affaires le plus souvent possible, mais j'espère vous convaincre dans les prochaines slides, puis j'y arrive à comment créer un avantage concurrentiel. Mais quand vous le voyez juste un petit peu plus haut, quand vous le voyez d'une perspective modèle d'affaires, je pense que ça peut vous aider à prendre des meilleures décisions au niveau de votre transformation numérique. Comme ça, quand vous tombez dans des projets d'amélioration de processus, quand vous donnez des briefs à vos partenaires externes ou à vos équipes TI, bien, vous êtes déjà un petit peu plus arrimé de dire on fait ça pour telle raison. Puis c'est ça la valeur qu'on veut venir créer à l'interne de l'organisation. Alors, ça nous amène à notre autre point de la journée. Comment développer un avantage concurrentiel avec la transformation numérique? Je vais juste commencer par donner une petite définition de ce que c'est un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel existe parce qu'il y a des compétiteurs. Alors, sur un marché donné, si vous étiez tout seul, ce qui n'arrive plus de nos jours. Là. Si vous êtes dans un océan bleu, 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 tant mieux pour vous. Mais techniquement, vous avez des concurrents. Alors, quand on parle d'un avantage concurrentiel, c'est vraiment la différenciation entre deux concurrents ou entre plusieurs concurrents sur n'importe quelle dimension possible qui permet à une ou l'autre des entreprises de mieux créer, livrer ou capter de la valeur que l'autre organisation. Alors, en somme, les mots importants ici, c'est créer, livrer, capter de la valeur. C'est là où vous pouvez vraiment créer des avantages concurrentiels. Puis d'ailleurs, c'est la définition d'un modèle d'affaires, c'est ça, c'est comment amener notre proposition de valeur. En fait, c'est comment créer notre proposition de valeur, c'est comment livrer notre proposition de valeur, c'est comment faire de l'argent ou capter de la valeur grâce à cette proposition de valeur-là. Si vous êtes un organisme à but non lucratif, c'est peut-être autre chose que de l'argent, mais la mécanique reste la même. Alors, si on le regarde assez simplement, comment on peut créer un avantage concurrentiel? Bien, il y a ces 4 éléments clés-là. Donc, au niveau de la proposition de valeur, mais le cercle continu de créer, livrer, capter. Et si je me permets de juste un cours de capitalisme 101, si vous êtes capable de créer du momentum à travers ce créer, livrer, capter, puis capter, c'est on capte de l'argent, puis on réussit à le réinvestir dans la façon dont on crée de la valeur. On réinvestit en R&D, on investit dans notre transformation numérique. Ça améliore la façon dont on livre notre proposition de valeur. Ça nous permet de capter plus d'argent, et ainsi de suite. Alors, cette roue-là, elle est saine dans le monde dans lequel on vit. Puis je trouve que c'est une bonne analogie pour comprendre aussi comment une entreprise devrait faire de l'argent. Alors, les questions qu'on doit se poser, par rapport à ce modèle-là, la première chose que j'amène votre attention, c'est au centre du cercle au niveau de la proposition de valeur. Donc, qui sont mes clients? Puis est-ce que je règle leurs enjeux fondamentaux?
Alors, si vous n'avez pas de proposition de valeur ou si vous ne connaissez pas votre proposition de valeur à ce stade-ci, puis là, je ne parle pas de vos produits, là, je ne parle pas de vos produits, vos services, ça, je suis sûr que vous les connaissez, mais la proposition de valeur, c'est est-ce que je leur fais gagner du temps, est-ce que je réduis leur risque, est-ce que je leur donne une certaine forme d'émotion qu'il n'y avait pas avant. Donc, vraiment, là, quand on parle d'enjeux fondamentaux, c'est les fameux pains and gains de nos clients, mais comment on fait pour régler ces enjeux-là? Exemple bien facile pour votre besoin, c'est de vous nourrir. Ben, IGA et Costco, par exemple, vont répondre à votre besoin de vous nourrir. Les deux vendent de la nourriture. Alors, si on arrêtait notre analyse là, bien là, on est dans les produits-services, on n'est pas dans la proposition de valeur. Ces deux entreprises-là ont des propositions de valeur qui sont complètement différentes. Costco vont mettre beaucoup l'emphase sur la notion de prix pour un volume donné, mais au détriment de l'expérience d'achat. Donc, on rentre dans un entrepôt, quand on rentre chez Costco, c'est très en mode, on met les palettes puis les gens se servent, alors que chez IGA, ben, on a une structure de magasin qui est très similaire d'un IGA à l'autre, qui mise beaucoup sur l'expérience du client. Mais vous allez payer un petit peu plus cher pour une quantité de produits donnés. Alors, les deux ont répondent à des besoins différents, mais ont des propositions de valeur qui sont complètement différentes. Ensuite, les questions qu'on va se poser autour, est-ce que, là, je commence avec créer, est-ce que ma proposition de valeur est faisable? Est-ce que je suis capable de la créer efficacement? Ensuite, on va se poser la question au niveau de la livraison. Est-ce que ma proposition de valeur est désirable? Vous avez beau avoir la meilleure proposition de valeur sur le marché, si vous n'êtes pas capable de l'amener au marché, la marketer, la communiquer comme il faut, vous n'allez pas faire d'argent avec ça. Et finalement, est-ce que ma proposition est viable? C'est-à-dire, est-ce que le marché est prêt à me payer un certain prix pour cette proposition de valeur-là? Et est-ce que c'est assez pour que je puisse réinvestir pour continuer cette roue-là, finalement, de créer, livrer, capter de la valeur? Quand on le regarde, je veux dire encore à plus haut niveau, qu'est-ce que ça insinue? La proposition de valeur, c'est votre market fit, c'est votre avantage concurrentiel. Et ensuite, on a l'excellence opérationnelle. Alors, je vais y revenir dans quelques instants, mais c'est tout ce qui touche vos chaînes d'approvisionnement, vos chaînes d'opération, de production, vos usines, ainsi de suite. Si vous êtes dans le service, ça va toucher vos processus internes de projet, etc., etc. Au niveau de la livraison, c'est tout ce qui est l'excellence marketing. Donc, votre capacité à utiliser différents canaux, à communiquer un message, à créer une marque de commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, au niveau de l'excellence financière, est-ce que vos finances sont en ordre? Est-ce que votre comptabilité, elle est serrée? Est-ce que vous êtes en mesure de vous faire payer au bon moment? Donc, tout ce qui touche les processus d'avantages financiers et comptables rentre là-dedans aussi. Alors maintenant, vous savez, c'est quoi, comment on peut créer des avantages concurrentiels au sein de l'organisation, mais comment on peut le faire avec la transformation numérique? Je vais commencer avec la proposition de valeur en soi. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a comme une question clé pour moi qui ressort tout le temps, puis on peut se projeter dans 5-10 ans. Pour être en mesure de savoir si on a un market fit, que ce soit numérique ou non, il faut comprendre le marché va évoluer dans quelle direction. Si vous savez le marché évolue dans quelle direction, puis on n'a pas des boules de cristal, alors c'est pour ça qu'on extrapole, mais il va falloir prendre un consensus. Il va falloir avoir un consensus dans notre équipe de on s'entend entre nous, le marché s'en va dans telle direction ou on veut amener le marché dans telle direction. Et là, la question qu'on devrait rajouter, c'est est-ce que des opportunités numériques qui en découlent? Donc, est-ce que le marché va évoluer d'une certaine façon, que notre produit va devenir numérique? Puis est-ce qu'on peut créer une nouvelle proposition de valeur? Alors, si vous vendez un produit, est-ce que ce produit-là peut être rattaché à un service numérique par la suite? Donc, est-ce que c'est finalement le produit qu'on faisait? Est-ce qu'on peut rajouter une optique de connectivité dedans pour être en mesure de faire des mises à jour automatiques ou faire aider les clients à prendre des meilleures décisions? Alors, peu importe ce que vous imaginez dans votre contexte à vous, ça peut rentrer là-dedans. Il y a plusieurs stratégies qui en découlent quand on a ces réflexions-là. Puis là, je m'excuse, j'ai laissé les noms en anglais. Vous allez comprendre pourquoi. Là, il y a un livre que je vous recommande à la fin pour ceux qui voudraient pousser un petit peu plus loin leur recherche. Mais donc, la première stratégie de proposition de valeur, ce serait de numériser. Alors, transformer quelque chose qui était physique en quelque chose de numérique. C'est possible que votre marché ait déjà fait ça il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années même, mais ça se peut que dans certains marchés, on commence à se poser la question de
OK, mais en ce moment, toute cette information-là, on la remet à la main. On fait les mises à jour manuellement. Nos objets où on vend des composantes à des entreprises, puis ces composantes-là ne sont pas connectées. Est-ce qu'on peut numériser tout ça? Est-ce qu'on peut numériser la formation? Est-ce qu'on peut numériser la collecte de données? Et donc, en gros, ce que ça dit, c'est qu'est-ce qu'on a présentement? Est-ce qu'il y a une façon de le voir en ligne? Dans un deuxième temps, ce qu'on pourrait regarder, puis je vais mettre add-on puis cross-selling dans la même famille, est-ce que le numérique nous permet de rajouter des éléments à valeur ajoutée dans notre offre de service puis dans notre proposition de valeur? Alors, ça se peut que le numérique vous a ouvert des valves de dire, OK, mais notre produit est super le fun, mais si on venait connecter une interface où on rendait accessible en ligne une autre façon de consommer notre produit, bien, à ce moment-là, on pourrait soit monétiser ça davantage ou accrocher encore plus nos clients à notre proposition de valeur. Même chose pour le cross-selling. Et après ça, il y a tout ce qui est vente d'expérience, servitisation. J'en parlais tantôt. Si vous aviez un logiciel, ça peut devenir un software as a service. Et bref, toutes sortes d'autres stratégies. Là, je vois le temps qui file, alors je me permets de continuer. Il y a peut-être self-service qui est intéressant aussi. On a remarqué que dans la proposition de valeur de certaines organisations, c'était très axé sur l'humain. Puis là, tout d'un coup, grâce au numérique, on permet aux clients de se servir eux-mêmes. Donc, ça pourrait être une approche aussi. Alors, les focus de transformation numérique, quand on pense à notre proposition de valeur, on est en mode de comprendre les marchés, comprendre les joueurs clés. Est-ce qu'on peut numériser des produits ou des services? Puis est-ce qu'on peut associer un modèle de service à un produit? Ou est-ce qu'on peut le faire évoluer de façon numérique? Je donne un exemple de deux entreprises qu'on connaît très, très bien, juste pour que vous puissiez comprendre, là, vraiment, je m'en allais avec ça. Uber et Airbnb ont la même proposition de valeur, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des écosystèmes où il n'y avait pas de confiance entre les deux parties prenantes de l'écosystème. Un chauffeur de taxi et quelqu'un qui veut embarquer dans un taxi, il ne connaît pas le chauffeur, il n'a aucune idée c'est qui, il rentre là-dedans, il ne sait pas combien ça va coûter. Est-ce que le chauffeur va faire des détours parce que c'est à son avantage de le faire? Donc là, je ne prête pas de mauvaise intention au chauffeur de taxi, mais il y avait une notion de confiance. Puis si on le regarde dans l'autre côté aussi, le chauffeur de taxi, qu'est-ce qui me dit que cette personne-là ne va pas causer des troubles dans mon taxi, ne va pas être malade ou peu importe? Ce que Uber a fait, en fait, ils ont créé une plateforme qui est venue rajouter de la confiance entre le chauffeur et puis oui, ça a démocratisé le concept, là, mais ils sont venus créer de la confiance entre l'usager du taxi. Je sais dans quel véhicule j'embarque, je le sais d'avance, je sais combien ça va me coûter. Des fois, c'est un peu cher, on peut s'entendre là-dessus. Et le chauffeur, la même chose. Donc, si vous ne le saviez pas, dans Uber, si vous avez déjà utilisé un Uber, vous avez une cote de passagers aussi. Alors, si votre cote est trop mauvaise, ça se peut qu'Uber, à un moment donné, vous dise, ben, on vous sort de la plateforme parce que vous êtes trop, vous manquez de respect face au chauffeur. Donc, ça a amené cette notion-là de confiance. Puis cette notion-là de confiance est arrivée grâce à numériser, donc numériser cette relation-là grâce à une application. Et finalement, toute la notion de self-service qui est venue avec l'application de j'ai pas besoin de parler à un humain, je suis capable de coordonner. Même chose pour le chauffeur. Là, ça a rendu désuet toute la notion de centre d'appel. Airbnb a fait la même chose pour des propriétaires locataires. C'est le même concept. Vous avez une cote de locataire sur Airbnb. Les propriétaires ont une cote aussi. Alors, ça oblige un et l'autre à être structurés et disciplinés dans leur approche, là. Maintenant, si on regarde le concept de livrer de la valeur, la grande question numérique ici, c'est est-ce que le numérique peut m'aider à mieux livrer la proposition de valeur? Puis est-ce que ça augmente la désirabilité, excusez-moi? Alors, les stratégies qu'on peut voir ici, qu'on a vues énormément dans les dernières années, toute la vente directe. Alors, toutes les entreprises qui ont gardé la même proposition de valeur, mais qui ont commencé à vendre directement aux consommateurs, que ce soit par leur point de vente ou par leur site web. Ça amène beaucoup d'avantages, ça amène des inconvénients aussi, mais ça amène beaucoup d'avantages, comme le fait d'avoir une relation directe avec le client sans passer par un intermédiaire. Le commerce électronique a connu une très, très grosse augmentation surtout dans les 2 dernières années. Là, je pense que ça a augmenté de 10 à 12 là, juste dans les 2 dernières années. Alors, je pense environ le tiers là, le quart ou le tiers des transactions maintenant se font via du commerce électronique. Alors, c'est une autre façon de livrer notre proposition de valeur. Le fameux modèle d'abonnement aussi, qui maintenant, on le voit, qui a commencé dans les magazines, puis là, est rendu Netflix, votre WeCook, Cookit. Donc, bref, il y a
l'abonnement pour tout. Puis maintenant, je me permets une petite aparté ici. Le problème qu'on va vivre avec les abonnements, c'est que lorsque vous allez regarder votre talon de carte de crédit à un moment donné, vous allez dire, ouf, il me semble que j'en ai beaucoup. Vous allez commencer à enlever certains abonnements. Donc, votre compétiteur, c'est plus nécessairement le compétiteur direct dans votre industrie, ça va être le compétiteur qui a le même modèle de livraison de valeur que vous, puis grâce à l'abonnement, ben, ça se peut que finalement, vous fassiez, ben, soit que je garde Netflix ou je garde Cookit. Là. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais dans certaines situations, on pourrait se rendre jusque-là comme réflexion en regardant notre carte de crédit et dire, ouais, je suis abonné à 12 affaires, est-ce que j'ai besoin d'être abonné à tout ça? Et finalement, tout ce qui est vente d'expérience avec le marketing digital, on l'a vu beaucoup évoluer. Votre focus de commerce électronique, lorsque vous essayez de créer de la valeur, vous essayez de créer un avantage concurrentiel grâce à la livraison, c'est vous allez regarder pour implanter un gestionnaire de contenu de commerce électronique, vous allez regarder pour implanter un CRM, un PLM aussi qui est un gestionnaire de produits. Vous allez commencer à regarder aussi pour des ponts de données avec vos systèmes internes. Donc, comment on s'assure que l'information se rende bien pour que la boîte soit livrée au bon endroit avec le bon partenaire, et ainsi de suite. Techniquement, avec ces 4 concepts-là, vous êtes en mesure de couvrir quand même beaucoup de terrain pour cette bulle spécifique-là. Et si vous avez une proposition de valeur qui est très similaire à un de vos compétiteurs, mais votre façon de la livrer est meilleure, c'est un avantage concurrentiel qui est non négligeable. Alors, ce n'est pas obligé tout le temps d'être sur la proposition de valeur, juste la façon dont on le livre. Ça va jusqu'à la boîte, comment le produit est présenté, et ainsi de suite, peut faire une grosse différence dans votre avantage concurrentiel. Puis bien entendu, se rajoute à ça toutes les fameuses notions qu'on a vues dernièrement, là, dans les 15-20 dernières années, mais référencement organique, marketing pour les moteurs de recherche, les médias sociaux aussi, des campagnes avec des influenceurs. Tout ça peut rentrer d'une certaine façon dans votre transformation numérique, ou du moins doivent être considérés dans votre transformation numérique quand on parle de livraison. Ensuite, il y a toute la notion de capter de la valeur qui est, en fait, les questions à se poser ici, est-ce que le numérique peut m'aider à mieux capter de la valeur? Est-ce que ça peut augmenter ma viabilité? Et ce qu'on a vu, en fait, comme transformation, puis surtout grâce au numérique dans les dernières années, c'est des nouvelles façons de faire de la business et d'aller capturer l'argent que les clients devraient nous payer. Alors, il y a des produits avant qui étaient en mode vente unique. Là, c'est rendu payé par l'utilisation ou c'est rendu par des abonnements, comme je disais tantôt. Ça peut même être selon la performance aussi. Alors, plus notre produit est performant, plus vous payez cher pour l'avoir. Et à l'inverse, ça peut être un flat rate. Alors, c'est-à-dire que maintenant, grâce au numérique, on est capable de dire à peu près combien vous consommez, puis on est capable de vous donner un prix, le prix annuel devrait être ressemblé à peu près à ça. Et toute la notion qui existe depuis un certain temps, mais qu'on voit réapparaître aussi, notre produit est cher, là, on va te le louer à la place de te l'acheter, puis on va à la place de te le vendre, puis on va fournir toute la maintenance, puis on va faire de l'argent avec la maintenance aussi. Alors, votre focus de transformation numérique pour cette bulle-là précisément devrait tourner autour d'accélérer la prise de paiement, faire évoluer le mode de paiement unique, capturer de la valeur aussi avec les services connexes, de vous assurer que si vous augmentez votre proposition de valeur, vous êtes capable d'aller capter un petit peu plus d'argent avec ça, créer des modules de prix dynamique et toute autre approche d'ingénierie financière qui, c'est pas ma spécialité, alors je vais m'arrêter là, mais toutes les autres approches d'ingénierie financière qui sont possible grâce au numérique maintenant. Je sais qu'il y en a à toutes les semaines qui poussent. Là. Et finalement, créer, comment on peut, avec le numérique, mieux créer notre proposition de valeur, puis est-ce que ça augmente la faisabilité? Beaucoup des transformations numériques qu'on voit sont dans cette bulle-là, en fait. Toutes les notions de stratégie d'usine connectée, alors de rendre quelque chose qui était manuel, automatique, puis ça peut être grâce à des bonnes données, ça peut être grâce à des objets connectés, puis on voit de plus en plus d'intelligence artificielle aussi. Ça peut être d'être capable de fournir une personnalisation de masse à nos clients, c'est-à-dire de leur donner un feeling que leur produit est unique à eux, que ça soit juste parce que leur nom est gravé, mais pour vous, ça a été de rajouter une machine sur votre chaîne de production, bien, ça, c'est une nouvelle façon de créer votre proposition de valeur. Et il y a même des entreprises qui, grâce à leur transformation numérique, deviennent de plus en plus rapides pour copier leurs compétiteurs. Puis ça, c'est non négligeable, mais reverse engineering, reverse innovation, vu que nos chaînes de montage sont flexibles, il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché, on est capable de le prendre, de l'analyser, puis très rapidement de mettre quelque chose de similaire en production au lieu que ça prenne
2 ans, 3 ans s'adapter, bien là, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Ce n'est pas fait pour toutes les organisations, mais il y a certainement des organisations qui tirent avantage de ça aussi. Votre focus de transformation numérique, quand on parle de la bulle de crise ici, votre ERP devrait être au centre de ça. Le PLM, j'en parlais tantôt, mais la notion de gestion de produits, mettre en place des réseaux privés aussi dans votre entreprise, tout ce qui est sécurité qui tourne autour des réseaux privés, robotisation, autonomie des chaînes de production, objets connectés, gestion des données dans le cloud, tout ce qui est business intelligence aussi. Intelligence artificielle, et il y en a plusieurs autres. Donc, je dirais que 80% des efforts de transformation numérique sont habituellement mis sur cette bulle-là. Pourquoi je présentais tout ça, par contre, c'est que vous n'êtes pas obligé de voir la transformation numérique comme étant un seul élément qui appartient au TI ou qui appartient au marketing. Quand on le voit comme ça, vous avez vu, je n'ai pas parlé de silo du tout, ça devient le rôle de tout le monde. Tout le monde qui est dans l'organisation devra avoir un mot à dire sur la façon dont on livre, on capte et on crée de la valeur, même si la livraison, on dit, bon, naturellement, ça va vers le marketing, parfait, mais il faudrait quand même que ce soit bien lié aux 2 autres bulles, puis que ça soit lié à notre proposition de valeur. Même chose pour capter, même chose pour créer. Donc, quand vous pensez transformation numérique, pensez pas seulement à, il faut mettre des robots sur une chaîne de production ou il faut vendre en ligne. Il y a un écosystème un petit peu plus grand que ça. Puis j'espère qu'en le divisant de cette façon-là, de dire, OK, mais est-ce que cette transformation-là nous aide à mieux créer, elle nous aide à mieux livrer ou elle nous aide à mieux capter ou elle change complètement notre proposition de valeur, mais ça va vous donner un meilleur sens. Puis là, sans le savoir, je vous parle depuis tantôt d'un modèle d'affaires. Alors, la définition d'un modèle d'affaires, c'est créer, livrer, capter de la valeur. Donc, vous venez déjà d'augmenter un petit peu votre niveau de discussion par rapport à ça. Je finis sur une petite note où tout ça va générer une immense quantité de données. Puis là, le buzzword en ce moment, c'est business intelligence, c'est intelligence artificielle. La majorité des entreprises n'ont même pas la base pour commencer à faire de l'intelligence artificielle. Oui, il peut y avoir des petits projets ici connexes ici et là, mais à travers tout ça, c'est sûr que ça vous prend une stratégie de données pour pouvoir gérer toutes ces données-là. Puis une fois que c'est fait, puis vous êtes en mesure de les récupérer et dans un deuxième temps, les analyser, bien là, vous commencez à bâtir ce business intelligence-là, puis éventuellement, vous pourrez aller vers un petit peu plus d'intelligence artificielle. Mais je vous recommande très fortement d'apprendre à marcher avant d'essayer de sprinter, même si c'est le concept à la mode, même si vos exécutifs veulent en entendre parler, bien, à la base de l'intelligence artificielle, il y a des données, puis à la base de ces données-là, bien, il y a des processus pour les capturer. Et si les processus pour les capturer ne sont pas là, mais le reste ne tient pas la route non plus. J'ai mis ici un modèle de BI juste pour vous donner une idée, là, puis ça peut vous aider comme organisation à savoir au niveau de notre maturité d'intelligence de données, on est où. Ben, je dirais que la forte majorité en ce moment des organisations sont quelque part entre le stade 2 et 3, comme plus ils ont pris prénatal, enfant, adolescent, adulte et sage, mais je dirais que la majorité sont à enfants en ce moment. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour se rendre plus loin dans la courbe. Quelques outils que je vous recommande. Le Business Model Generation, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous recommande très fortement de l'avoir. Ça aide beaucoup avec comment on placer dans un seul tableau, comment on crée, comment on livre, puis comment on capture de la valeur. Alors, c'est vraiment, vraiment un outil génial pour avoir une réflexion puis de voir tout d'un seul coup d'œil. Et ça permet aussi j'aime bien dire qu'un post-it ne vient jamais seul, mais si vous placez une nouvelle, par exemple, dans la façon de livrer de la valeur, vous placez un post-it en disant commerce électronique, mais ça va avoir une incidence sur le reste de la roue aussi. Pour ceux qui voudraient pousser plus loin et avoir d'autres outils de transformation organisationnelle qui touchent le numérique, Design a Better Business, j'aime beaucoup aussi. Et finalement, un livre qui me tient beaucoup à cœur, qui est pour moi révolutionnaire là, dans le monde des écoles de gestion surtout, mais que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Business Model Navigator, je vous disais tantôt qu'il y a 60 modèles d'affaires qui existent. Bien, c'est eux autres qui l'ont fait, ça. Alors, pendant 10 ans, ils ont fait de la recherche, puis ils ont réussi à transformer les modèles d'affaires dans leur forme la plus simple. Puis ils ont mis ça dans un livre, puis c'est vraiment, vraiment un livre qui est génial, puis je pense facile à utiliser malgré tout, là. Laurence, est-ce que je te redonnais le micro pour cette portion-là ou tu veux que
je la En couvre. fait, non, tu peux continuer, puis après ça, on va Parfait. passer à la période de questions-réponses. Ça marche. Alors, au niveau de planifier et accélérer votre transformation numérique, on voulait juste vous dire qu'il y a des subventions qui existent. On sait qu'en ce moment, avec l'inflation, l'accès au capital est de plus en plus difficile pour beaucoup d'organisations. Avec la subvention du fédéral et du provincial, vous avez accès à jusqu'à, je pense, 40 000 sur un projet d'environ 50 000 si ça se rend jusque-là. Mais vous avez 40 000 en subvention pour vous aider à vous faire accompagner dans votre planification de transformation numérique. Puis une fois que c'est fait, ça vous donne accès à un prêt sans intérêt de la BDC de 100 000. Donc, c'est sans intérêt pour 5 ans. Puis, si je ne me trompe pas, c'est 2 ans de congé de paiement aussi. Alors, c'est super intéressant de planifier. Puis après ça, d'avoir ce 100 000-là pour pouvoir implanter un projet, là. Alors, on voulait simplement vous en faire part, que vous sachiez que ça existe. Si vous avez des questions, on est partenaire de ces deux initiatives-là. Donc, on connaît assez bien là, les programmes, là. Si je peux Alors me voilà. permettre, Oui. excuse-moi Arnaud, si je peux me permettre aussi, juste pour continuer avec ton élan dans les subventions, c'est qu'en étant participant au webinaire d'aujourd'hui, en fait, on vous offre aussi la possibilité de prendre un 15-20 minutes avec Arnaud personnellement pour discuter un peu de vos problématiques en transformation numérique. Donc, à la prochaine slide, on va mettre son courriel, donc vous allez pouvoir le contacter directement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on va passer maintenant à la période, pardon, de questions et de réponses. Donc, on a quelques minutes encore. On peut commencer avec une première question qui est venue par le chat. Aussi, si jamais vous voulez que je vous donne le micro, vous pouvez toujours lever la main aussi, puis ça va me faire plaisir d'ouvrir le micro si vous voulez poser votre question de vive voix. Sinon, vous pouvez utiliser le chat ou sinon la section de Q&A dans votre panneau de contrôle Teams. Donc, une question qu'on a reçue pendant ta présentation, Arnaud, c'était une question de Karina qui demandait en fait si tu connaissais les statistiques ou les proportions des entreprises qui réussissent leur transformation sans utiliser le mode agile. Non, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. C'est quelque chose qu'on devrait trouver, par contre, mais je ne suis pas un spécialiste de la méthodologie agile. Je pense que je la connais, là, puis je pense que c'est une super bonne méthodologie. Je sais qu'il y a des statistiques qui existent de waterfall versus agile. Je sais qu'agile a un petit peu plus de réussite que waterfall, mais je ne pourrais pas vous dire exactement les chiffres. Super, merci. Donc, on a une autre question aussi. Est-ce que tu as des outils ou des approches à conseiller pour prendre des décisions? Ben, je présentais tantôt le Business Model Canvas. Je pense que c'est un outil pour moi qui devient fondamental pour avoir ce type de discussion-là quand on veut transformer quelque chose, de juste être capable d'avoir sur une page son modèle d'affaires et d'être en mesure de prendre des décisions éclairées avec notre équipe exécutive ou avec du moins notre équipe immédiate sur ce qu'on est capable de contrôler dans le modèle d'affaires. C'est sûr que c'est un excellent point de départ, puis ça va vous permettre de prioriser vos activités aussi, là. Super. Arnaud, on te demande, je pense, de remettre la slide Ouais, des subventions à l'écran si possible. avec grand plaisir. Je vais Ouais. juste partager mon écran. Mais encore une fois, je pense que si les gens ont des questions par rapport aux subventions, ils peuvent toujours nous te contacter par courriel, hein, j'imagine. Effectivement. Parfait. On va passer, je pense qu'on va avoir le temps peut-être de deux dernières questions. Il y en a une intéressante ici que je vois par rapport à la culture d'entreprise. En fait, la question, c'est comment est-ce que la transformation numérique impacte la culture d'entreprise exactement? Ben, j'ai l'impression que c'est une espèce de cercle où la culture va impacter la transformation numérique, la transformation numérique va impacter la culture. Quand on parle de la transformation numérique comme étant un enjeu complexe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date de début, il n'y a pas de date de fin. Alors, votre culture, va vous permettre de, si vous avez une culture qui penche vers l'innovation, qui penche vers le changement, qui accompagne ces gens dans le changement, vous allez avoir moins de résistance,
votre transformation va effectivement mieux aller. Et je suis d'avis que plus vous investissez dans vos gens au niveau de la formation, je le disais tantôt, plus vous allez être en mesure aussi de diminuer ce changement-là, plus que vous allez avoir une culture qui est habituée à changer, plus que votre transformation va se faire. Alors, c'est une espèce de cercle ou une boucle où je pense que les deux sont étroitement liés. Vous ne pouvez pas vous transformer sans l'humain derrière, puis l'humain ne peut pas vraiment se transformer si vous ne si vous donnez pas les outils pour se transformer. Alors, pour moi, c'est vraiment, vraiment lié ces deux points-là. Parfait, merci. Puis pour la dernière question, en fait, c'est une fois que notre transformation numérique est en place, on l'a mis en place, on traverse on traverse au travers, comment est-ce qu'on fait pour mesurer son succès? Bien, je parlais de données tantôt. On pourrait, je suis sûr qu'on va avoir un webinaire juste sur la donnée, là, nous connaissant, Laurence, mais je parlais un petit peu de données tantôt. C'est sûr que pour fixez-vous des objectifs et des indicateurs de performance qui sont réalistes, puis des indicateurs de performance qui sont liés à ce que vous voulez faire. Alors, selon les bulles dans le modèle tantôt que vous allez vouloir adresser, donnez-vous 2, peut-être 3 indicateurs de performance, pas 14, là, ça devient difficile à gérer. 2, peut-être 3 indicateurs de performance. Puis avant de sauter à pieds joints dedans le projet de transformation, assurez-vous que vous allez être en mesure de mesurer ces 2 éléments-là, puis qui vont être communiqués à votre équipe aussi. Alors, quand vous limitez votre message à voici les 2 ou 3 indicateurs de performance qu'on va regarder, il y a moins d'ambiguïté. On n'est pas en train de regarder des gros dashboards avec plein de données dedans. Donc, c'est vraiment ce que je vous recommande. C'est une fois que vous avez travaillé sur votre modèle d'affaires, vous savez les processus que vous voulez changer, trouvez 2, 3 indicateurs de performance. Assurez-vous d'emblée que vous êtes en mesure en mesure de les mesurer, oui, et que vous êtes en mesure aussi de les présenter. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire déjà, puis que vos projets vont vous amener un lot de données qui va vous permettre de le faire, bien, c'est sûr que d'avoir un projet en parallèle de qu'est-ce qu'on va faire avec les données qui vont émaner de tel et tel projet, puis comment on va pouvoir les interpréter. Il y a des gens, des scientifiques de données ou même juste des architectes de données qui sont spécialisés là-dedans, puis qui vont pouvoir vous accompagner aussi, là. Super. Ben, écoute, merci beaucoup Arnaud et puis merci à tous les participants et les participantes aujourd'hui pour votre présence. Donc, c'est vraiment tout le temps qu'on avait. Et puis, tel que mentionné au tout début, on va vous envoyer un courriel où est-ce qu'on va vous partager la présentation de la session d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, un gros merci à tous et à toutes et je vais maintenant fermer la session. Merci Arnaud. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Au revoir.